Fréquence protestante. Philippe Bilger. Philippe Bilger les soumet à la question. Joseph Touvenel, pouvez-vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour Philippe Bilger, oui je peux. Écoutez, vous venez de le dire, Joseph Touvenel, je suis un syndicaliste, maintenant un petit patron de presse, puisque je suis directeur de rédaction de Capital Social. Comme le nom l'indique, ce magazine trimestriel traite de l'économie et du social avec un angle qui n'est pas l'angle habituel dans ces revues, parce que si je schématise, si je caricature un peu, on a trouvé quelques-uns que dans ce genre de littérature, on avait ceux qui nous disaient le capital c'est pas bien, c'est pas beau, le capital ça exploite forcément, et puis ceux qui nous disaient le capital c'est un absolu, en fait on n'a qu'un seul but dans la vie, c'est s'enrichir. Mais nous pensons que le capital c'est un outil utile, tout dépend comment on l'utilise, et ça va avec le social, comme le social va avec cette ressource. Voilà, d'où cette revue. Ensuite, ma présentation, c'est aussi ma famille, évidemment. J'ai la chance d'être né dans je suis un fils de la bourgeoisie. Mon père était médecin, mon grand-père était médecin. Et on peut remonter comme ça assez loin. Mais une bourgeoisie très particulière, une bourgeoisie sociale, qui ne veut pas dire socialiste, comme certains pourraient le penser. Le catholicisme social, avec notamment des parents très engagés. Je suis le 7e, ça veut dire que j'ai eu un espace de liberté assez considérable dans une éducation qui, pour certains, peut sembler une éducation un peu rigide, un peu forte. En fait, beaucoup de liberté. Alors peut-être parce que, étant le 7e dans ma famille, il y en a 6 avant moi qui ont usé mes parents, ça c'est sans doute une raison. Mais aussi parce qu'ils ont toujours considéré que la réussite dans la vie, c'était pas la réussite de l'affichage social, c'était la réussite de ce que l'on faisait vraiment, de ce que l'on était. Et ça, voilà, ça a été imbibé avec beaucoup de scoutisme, notamment. Et puis ce luxe que j'ai pu avoir d'abandonner l'école à 16 ans et demi parce que je m'y ennuyais profondément. Et j'avais dit assez rapidement que dès que je pourrais quitter le système scolaire, je le ferais. Et donc c'est pas parce que mes pauvres parents n'avaient pas les moyens de me payer des études que je suis allé travailler, c'est parce que dès que j'ai pu, j'ai quitté le système scolaire. Et mon premier métier, enfin mon premier travail, était manœuvre chez un horticulteur pendant quelques mois. Et puis après, j'ai fait d'autres métiers qui me donnent une expérience de la vie sans doute assez intéressante. Vous pouvez nous évoquer les quelques métiers que vous avez exercés après celui d'horticulteur? Enfin, l'activité d'horticulteur à 16 ans et demi. Oui, de manœuvre chez un horticulteur, avec aussi l'expérience de Rungis. Une expérience très intéressante d'aller très tôt le matin ou la nuit faire les ventes à Rungis. Ensuite, j'ai effectué mon service militaire, par choix, dans un régiment parachutiste. Et je crois qu'à l'époque, la mode était d'éviter, pour certains, enfin même pour beaucoup, d'éviter de faire leur service militaire. Et ils trichaient en s'inventant des maladies. Bien, moi, j'ai fait exactement l'exercice inverse. J'ai des lunettes, je porte des lunettes, j'en portais déjà à l'époque. Et donc, j'ai appris le tableau, vous savez, ce fameux tableau avec les lettres qu'on vous fait lire pour savoir si vous avez 10-10, 8-9, connaître votre vue. J'ai appris le tableau par cœur dans les deux sens. Le fait d'être fils de médecin aide, puisqu'on l'avait à la maison. Et quand j'ai passé mes 3 jours, on m'a donné 10-10 à la vue, puisque j'avais caché les lunettes et j'avais vu, tout le monde était en ligne, on nous interrogeait dans un sens, dans l'autre. J'ai pu faire mon service dans un régiment parachutiste et ce fut une excellente expérience, à la fois humaine, physique, a appris beaucoup de choses dont on devrait se servir dans les entreprises. Et puis ensuite, après l'armée, j'ai été ouvrier de nettoyage pendant près de 2 ans. C'est-à-dire que j'allais dans les entreprises tôt le matin, tard le soir, vider les poubelles, nettoyer les toilettes. Très bonne expérience humaine. Pourquoi ? Parce que c'est le regard de l'autre. Et le regard de l'autre, il y a le regard méprisant. Il y a le regard bienveillant, il y a ceux qui ne vous voient pas.
vous n'existez pas. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce regard, il n'est pas lié à la position sociale, à la position hiérarchique de la personne. Le regard méprisant, on peut l'avoir depuis quelqu'un qui est en bas de l'échelle dans l'entreprise ou quelqu'un qui dirige l'entreprise. Et le regard bienveillant, il peut venir du haut de l'entreprise ou du bas. Ce qui veut dire simplement que c'est pas la position sociale qu'on occupe qui fait ce que nous sommes, c'est la façon dont nous sommes avec les autres, et dont on ressent les autres et dont on traite les autres. Ce qui veut dire que pour moi, dès le départ, c'était aussi mon éducation, mais dès le départ, la lutte des classes n'avait aucun sens. On est de classes sociales différentes, voilà, parce qu'on a des éducations différentes. Il y a des classes sociales, bien sûr, c'est une réalité. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Et ensuite, c'est comment l'on vit et comment on vit avec les autres. Et donc, cette expérience du nettoyage a été très, très intéressante à ce niveau-là. Et ensuite ? Alors ensuite, j'ai fait un peu de sécurité, voilà. Et puis un jour, je me suis retrouvé par hasard comme grouillot à la Bourse de Paris. Alors, la Bourse de Paris, c'était les agents de change. Et il y a quelqu'un qui partait d'une charge d'agent de change, que je connaissais un peu, et qui m'a dit, écoute, moi je m'en vais, mais la règle chez nous, dans notre charge, c'est que quand on s'en va, on présente son successeur. Alors le métier de cette personne, c'était d'être garçon de recette. C'est-à-dire qu'il allait dans Paris, à la bourse ou dans les charges d'agents de change qui étaient autour, dans le 9e, dans le 2e arrondissement ou à la Banque de France, avec une sacoche. Et à l'époque, il pouvait y avoir en titre des sommes très importantes, voire même des lingots d'or ou des pièces d'or, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, la législation a changé là-dessus. Donc, il fallait avoir deux qualités. La première, le sens de l'orientation pour pas se perdre avec sa sacoche. Et la seconde, avoir un peu d'honnêteté pour pas partir avec sa sacoche. Comme je réunissais les deux, je suis rentré dans une charge d'agent de change, donc la société Leven, comme ça. Et puis ensuite, à la bourse, j'ai fait à la fois une carrière syndicale et une autre petite carrière, puisque notamment, pendant 10 ans, j'ai été à la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers. Si je vais très vite pour faire comprendre ce que c'est, en France, on a 12 juges en matière de délits boursiers, et pendant 10 ans, j'ai été un des 12. Pourquoi 10 ans ? Parce que c'est des mandats de 5 ans, renouvelables qu'une fois. Le syndicalisme est entré dans votre vie à quelle date exactement ? Le syndicalisme, c'est un outil social. Mon éducation, sur laquelle je vais revenir, justement, pour qu'on comprenne, c'est une éducation sociale. C'est-à-dire que d'abord, quand il y a une famille de 7 enfants, la maison est ouverte, parce qu'il y a des copains, des copines, des machins. Le scoutisme, c'est aussi une maison ouverte, et c'est aussi, on nous apprend quelque chose qui paraît ridicule, enfin qu'on a beaucoup moqué, mais que je trouve très bien, l'ABA, la bonne action. C'est-à-dire, on nous met dans la tête que tous les jours, il faut faire au moins une bonne action. Et ça, c'est une très bonne éducation, parce que quand on se dit, tiens, ce que j'en ai fait une aujourd'hui, eh bien, automatiquement, on a tendance à peut-être essayer d'en faire plusieurs. Et puis, ce caractère social, mon père était médecin libéral, mais également médecin des prisons de Fresnes, médecin-chef des prisons de Fresnes, par choix social, pour s'occuper des plus pauvres, des prisonniers. Mon père était né en 1902, donc il était médecin avant-guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été résistant, il a monté un réseau au sein de la prison de Fresnes. Il a été arrêté, il a été condamné par le tribunal du Gros Paris, il a été emprisonné. Et à la fin de la guerre, évidemment, il a été libéré ensuite. Et à la fin de la guerre, à la libération, il a retrouvé son poste de médecin-chef des prisons de Fresnes. Et là, il s'est élevé contre la façon dont on traitait un certain nombre de prisonniers issus de la collaboration. Et il s'est opposé à l'autorité administrative, à l'autorité hiérarchique, en disant, moi, en tant que médecin, je refuse, par exemple, que quelqu'un qui est condamné à mort, mais qui est très malade, qui est blessé, il avait des cas précis, passe ses derniers jours, ses dernières heures enchaîné, comme on me le demande, comme on l'exige. Jamais cette personne va s'échapper. De toute façon, son état de santé lui interdit. Donc moi, en tant que médecin, humainement, c'est non. Ces traitements, c'est non. Il a été radié. Et comment j'ai appris tout ça ? Parce que mon père était assez discret sur cette période, sauf quand on lui en parlait directement.
c'est j'ai repris des études de droit en cours du soir, tout en travaillant, et un jour j'ai vu dans les grands arrêts de la jurisprudence administrative, j'ai vu un arrêt Touvenel. Je dis tiens, Touvenel. Et je lis et je dis mais ça c'est papa. Donc je lui en ai parlé. C'est là où il m'a raconté l'histoire. Il m'a passé tout son dossier du procès qu'il a fait face à l'État. C'est très intéressant d'avoir toutes ces pièces. Et donc il a gagné son procès quand il a été donc viré de sa place de médecin-chef des prisons de Fresnes. Donc il a fait un procès, il l'a gagné, il a été réintégré, il a démissionné. Voilà l'ambiance dans laquelle j'ai vécu, plus une maison où papa, en tant que médecin, recevait gratuitement ceux qui n'avaient pas les moyens, faisait le médecin pour tous les curés, les bonnes sœurs, les groupes scouts et tout ce qu'on veut de la région. On était à Antony dans les Hauts-de-Seine et des environs. Donc voilà, c'est toute l'ambiance qui fait qu'à un moment donné, le syndicalisme, pour lequel j'avais plutôt un rejet, à cause de sa politisation extrême, politisation qui est toujours, à mon sens, beaucoup trop importante aujourd'hui. Quand j'ai travaillé dans le nettoyage, à un moment, j'étais avec un chantier qui s'appelait Le Gabax. Le Gabax, c'était une entreprise qui, à l'origine, faisait des machines-outils, puis s'est reconvertie pour faire des ordinateurs. Et cette entreprise, il y avait le directeur des moyens généraux, qui était un homme pas très loin de la retraite, qui avait commencé, je crois, à travailler à 14 ans. Alors moi qui suis pas bricoleur, il y avait encore un atelier où il y avait des vieilles machines qui font du bruit, qui sentent mauvais avec de l'huile chaude. Et cet homme, quand on faisait le tour des bâtiments pour voir si c'était bien nettoyé, si le travail était bien fait, il avait l'amour de ces machines et j'avais compris comment on pouvait tomber amoureux d'une machine qui pue et qui fait du bruit. Il était attaché à son entreprise. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça faisait longtemps qu'il y était. Et puis, il n'avait pas d'enfant. Et visiblement, son travail, son métier, c'était très important. Et celui qui avait commencé au bas de l'échelle, lui aussi, à l'âge de 14 ans, directeur des moyens généraux dans une usine comme celle-là, c'est pas rien, c'est un poste important. Et puis, le Gabax a été racheté par Olivetti, et il s'est trouvé qu'évidemment, il y avait des doublons. Généralement, quand il y a des doublons, il y a une des personnes qui s'en va. Et cet homme, pendant quelques semaines, je ne l'ai pas vu. On se voyait régulièrement, mais bon, je me suis dit, il était en vacances. Et puis, à un moment donné, je le vois pas, je demande de ses nouvelles. Mais il est malade. Et on me dit, non, tu sais pas. Non, je ne sais pas. Il est mort. Il est mort, il a eu un accident. Non. Il a reçu sa lettre de licenciement et ça l'a tué. Et en fait, cet homme, pas très loin de la retraite, la procédure légale à l'époque a été entièrement respectée. Mais on l'aurait reçu. On lui aurait dit, voilà, merci pour votre travail, merci pour votre attachement à l'entreprise, merci pour ce que vous avez fait, mais vous comprenez, votre poste fait doublon, il y a quelqu'un de plus jeune qui vient de Olivetti, c'est lui qui va occuper votre poste et vous allez partir en pré-retraite. C'était pas un drame, c'était pas un drame financier, mais ça a été un drame humain, parce que justement, on s'est pas occupé de l'humain. On a respecté la loi sans aucune humanité. Et je me suis dit, dans le système, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, je me suis retrouvé un peu par hasard à la Bourse de Paris. Là, il y avait un besoin dans ma charge. Ce qu'ignorent souvent les salariés ou ce qu'ils ne pratiquent pas suffisamment, c'est que un comité d'entreprise, on le voit toujours avec l'arbre de Noël, les vacances ou je ne sais quoi. Le plus important, le plus intéressant, c'est que via un comité d'entreprise, on a accès aux comptes de l'entreprise. On peut même prendre un expert, on a le financement pour cela, si on n'a pas les capacités de comprendre les comptes de l'entreprise pour nous expliquer. Et ça, c'est la meilleure façon de faire un partenariat. C'est-à-dire, si j'ai accès aux comptes de l'entreprise, je peux poser les bonnes questions, je peux voir les vrais problèmes. Et ça ne se fait pas assez en France. Et dans ma charge, il y avait un petit souci à un moment donné, et donc c'est dit, la bonne voie, c'est de monter un comité d'entreprise. Donc je suis allé voir la CFTC, parce que chrétien, je suis allé voir le syndicat chrétien,
Et puis, on a fait ces élections, on a monté ce comité d'entreprise pour avoir accès au compte. Pourquoi ? Parce que chez les agents de change, à l'époque, il y avait des gratifications, qui étaient une sorte d'intéressement, de participation, mais qui était quelque chose qui pouvait être considérable. Et ça a été considérable parce que c'était un intéressement direct sur le bénéfice de l'entreprise. Et comme les marchés financiers, la bourse a explosé dans les années 80, les sommes qui étaient touchées avec les gratifications pouvaient être considérables. Et on se disait dans l'entreprise, mais entre ce que nous percevons, nous salariés, et ce qu'on devrait percevoir, il nous semble qu'il y a un gap, qu'il nous en manque. C'était facile à l'époque de voir parce que tous les jours en bourse, quand on joue à la marchande, à la fin de la journée, on a les avis d'opérer. Donc on sait ce qui a été fait comme opération. Et donc on connaît le chiffre d'affaires. Quand on connaît en même temps, en gros, les charges de l'entreprise, le point mort, il est facile de dégager en gros les bénéfices. Et c'est là où on se disait, mais entre les bénéfices tels qu'on les voit et les bénéfices tels qu'on les annonce, il y a un problème. D'où monter un comité d'entreprise. Alors, ça s'est pas très bien passé, parce que quand j'ai été désigné délégué syndical et que j'ai demandé des élections, on m'a retiré mon bureau, mon téléphone. Et donc, j'ai vu la chef du personnel, qui était en même temps un chef comptable, et ça a un peu d'importance dans l'histoire, en disant, mais écoutez... je m'en vais, je reviens cet après-midi où j'ai de nouveau mon téléphone, mon poste de travail, mon bureau, et j'oublie ce qui s'est passé. Voilà, c'était regrettable, mais on n'en parle plus. Ou je n'ai pas mon poste de travail, alors là vous allez vous expliquer, mais pas devant Joseph Touvenel, vous allez vous expliquer devant le juge. Et le juge, à l'époque, c'était avant les lois Macron, c'était le juge pénal. Et ça fait réfléchir. Et ça a fait réfléchir, donc j'ai retrouvé mon téléphone, mon bureau, ce qui a été la meilleure campagne électorale. Parce que dans un milieu qui n'est pas forcément syndiqué, la bourse, dans une entreprise où il y avait 120 personnes, où tout le monde se connaît et tout se sait, on a dit, tiens, celui-là, quand même, on va pouvoir s'appuyer sur lui. Du coup, quand les élections ont eu lieu, ça a été massif. La liste, il y avait une liste dite patronale d'un côté, et puis la liste CFTC de l'autre. On a fait 78%. Non pas des votants, mais des inscrits. Donc c'était... Et on a eu accès au compte. Et là, on a vu que effectivement, il y avait un problème. Il y avait tellement un problème, c'est qu'on a pu voir que les actionnaires se faisaient gruger aussi. Et du coup, je suis allé voir les actionnaires. C'est une très très grosse fortune. La famille Leven sont très discrets, mais c'est une fortune considérable. Et j'aurais dit, voilà, petit délégué syndical, vous l'écoutez, vous le croyez pas, mais moi je vous dis que les salariés, on touche pas notre dû, mais vous, les actionnaires, vous vous faites gruger par le directeur général et la chef comptable. Ça a été réglé en quelques jours. Et là, il y a eu une nouvelle direction. Avec l'ancienne direction, ça a été donc pendant plusieurs mois la guerre de tranchées. Pour avoir accès au compte, il fallait passer par la lettre recommandée, etc. Avec la nouvelle direction, ça s'est très bien passé. Et je le dis parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la lutte des classes n'est pas systématique, il peut y avoir de bons syndicalistes ou de mauvais, de bonnes directions ou de mauvaises directions. Et avec la nouvelle direction, nouveau directeur général, nouvelle responsable du personnel, ça s'est très bien passé. Ça veut pas dire que... ça veut dire que, par exemple, quand on devait négocier les salaires, j'en demandais plus. C'était mon rôle de syndicaliste. De l'autre côté, on me disait, Touvenel, vous êtes bien gentil, mais il y a des équilibres financiers à tenir. Ce qui est exact. Et la bonne réponse, c'est pas de dire oui patron ou non patron. La bonne réponse qu'on ne sait pas suffisamment faire en France, c'est de dire oui, eh bien parlons-en ensemble. Regardons ensemble l'avenir de l'entreprise. Regardons ensemble où nous en sommes et ce que nous voulons faire ensemble. Et ça, c'est très intéressant à faire, de construire, et on peut le faire, puisque ça a été fait. Et puis, pour terminer sur ce sujet, il se trouve que la convention collective de branche avait été dénoncée, la CFTC n'existait plus, sauf dans mon entreprise, je l'ai montée dans la branche, et en quelques années, on est devenu l'organisation numéro 1, puisque les dernières élections...
auquel je participais, la CFTC faisait 59,6% des voix par rapport à toutes les autres organisations syndicales, donc c'est possible. Cette conception que vous avez du syndicalisme, est-ce qu'elle est directement reliée à votre foi ? Et de la même manière que votre refus de la politisation. Il est donc possible d'être un syndicaliste non politisé, non partisan. Alors sans doute que c'est lié d'abord à mon éducation, qui a été une éducation chrétienne, donc la foi c'est encore autre chose. Mais évidemment, il y a un lien. Évidemment, quand j'appartiens à une religion qui professe que l'autre est un frère, je peux pas concevoir la lutte des classes. C'est une évidence. C'est tellement une évidence d'ailleurs que j'ai des enfants. Si j'ai un de mes fils qui devient chef d'entreprise, le père syndicaliste va pas lui dire dehors, je ne veux plus voir, social traître. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ce qui a du sens, c'est de regarder l'être humain, comment il se comporte. Et on voit que quelles que soient les classes sociales, quelles que soient les responsabilités qu'on peut avoir, il y a des gens très bien, des gens beaucoup moins bien, et il y a toute la gamme. Alors évidemment, ça correspond aussi à l'enseignement chrétien. Est-ce que ça ne conduit pas à une forme de tiédeur qui est souvent reprochée au syndicalisme chrétien par les syndicats que je qualifierais laïques ou extrémistes ou plus classiques ? Alors, je vais répondre par une anecdote. Puisque je fais du striptease ce matin en disant un peu ce que j'ai fait, je vais aller comment la CFTC est devenue majoritaire à la Bourse de Paris, qui est pas forcément avec des salariés très chrétiens et très cathos. Il y avait une époque, donc dans les années 80, il y avait ce qu'on appelait la mécanographie, et donc les systèmes, l'informatisation se mettait en place, mais les systèmes étaient encore des systèmes par carte perforée. Et évidemment, l'informatique arrivant, ces systèmes disparaissent. Et ceux qui travaillaient dans les services mécanographiques, c'est-à-dire à la bourse elle-même, le Palais Brognard, et puis ceux qui étaient dans les charges d'agents de change, qui travaillaient sur la mécanographie, ces métiers disparaissent. Au niveau syndical, il y a eu une réaction de l'ensemble des syndicats qui étaient, à l'exception de la CFTC, qui était de dire non, on ne touche à rien. On conserve notre emploi, c'est-à-dire qu'on conserve la mécanographie. Ça veut dire je conserve la machine à vapeur quand arrive l'électricité. Ce qui me paraît d'une grande stupidité. De mon côté, moi j'ai écrit à la partie patronale en disant il faut qu'on négocie un plan social. D'abord, il y a beaucoup d'argent, et à l'époque il y en avait énormément. L'explosion des marchés financiers à partir des années 80 ont ramené énormément d'argent dans les charges d'agents de change. En disant voilà, il y a les moyens de faire quelque chose au niveau de la branche. C'est plus intelligent que laisser chacun dans son coin faire son bricolage. En mutualisant les moyens, on peut faire quelque chose pour éviter qu'il y ait des drames sociaux et pour mettre en place la reconversion en interne ou en externe. Du côté patronal, ça a été un refus en disant non, nous on n'a pas d'obligation légale, chacun se débrouille, chaque agent de change fait comme il veut avec son personnel, là où il y a 2 personnes, il traite ces 2 personnes, là où il y en a 3, il traite leurs 3, on mutualise pas. Et donc là, comme j'étais un garçon un peu sportif à l'époque, j'ai fait un peu de montagne, beaucoup de spéléo, je suis allé me suspendre au pont au change à Paris, puisque c'était les achats de change, le pont au change. En plus, c'est le pont qui est entre Châtelet et puis la conciergerie, donc centrale. C'est la première fois à Paris que quelqu'un allait se suspendre au bout d'une corde, au bout d'un bout. Et en communiquant au ministre de tutelle, ministre des Finances, puisque les agents de change étaient officiers ministériels, c'était sous la tutelle du ministre des Finances, en disant, monsieur le ministre, c'est vous la tutelle. Alors, il y a 2 solutions. Ou vous intervenez, et c'est comme si on me remonte sur le pont, ou vous ne bougez pas, et il y a des salariés qui vont faire plouf. Et on a communiqué en disant, vous voyez, ça c'est la CFTC, on le fait avec détermination, on ne casse rien, on ne bloque rien, on n'ennuie pas les usagers, mais fermement, on maintient nos positions et nous disons qu'il faut un effort de la branche qui a les moyens de le faire pour reconvertir les gens et pour éviter les drames sociaux. Le bilan, ça a été quelques heures de garde à vue très sympathique d'ailleurs.
pour le principe. Et puis une grande notoriété au niveau des salariés. Ils se sont dit, tiens, il y a un syndicaliste peut-être un peu plus intelligent dans la méthode que les autres, et qui a de la fermeté. Et puis, se passe quelques jours, et j'ai un ami qui me dit, Joseph, qu'est-ce que tu fais? Je sais plus, on va dire jeudi soir, rien de spécial. Tu viens à la maison, un dîner en tête-à-tête avec le ministre des Finances. À l'époque, j'étais encore un jeune syndicaliste, un ministre pouvait m'impressionner, ce qui n'est plus vraiment le cas. Donc je suis allé chez lui, j'y croyais moyennement jusqu'au moment où il y a eu un coup de fil en disant le ministre part de Bercy, il sera là dans tant de temps, et j'ai dîné avec le ministre de l'époque, et on a fait le plan social en discutant, avec une partie indemnitaire, tant d'ancienneté c'est tant d'argent, tant d'ancienneté c'est tant d'argent, quelque chose d'assez conséquent, mais surtout le fait qu'on identifie, on fasse un travail d'identification personnelle pour chacun, pour voir peut-être que, et il y en avait qui avaient des projets extérieurs, notamment je pense à 2 salariés qui voulaient monter des librairies, comment on met en place les formations, comment on met en place l'accompagnement, pour qu'ils sortent de la profession et qu'ils réalisent ces projets. Donc on a bâti tout ça avec le ministre de l'époque. Alors pendant plusieurs années, je n'en parlais pas, je ne donnais pas son nom, c'était Lille, maintenant on peut le faire, c'était Michel Sapin version 1, puisqu'il était plusieurs fois ministre. On s'est mis d'accord. Quelques jours après, nous avons reçu un courrier de la partie patronale invitant l'ensemble des organisations syndicales à négocier un plan social de branche. Et à la sortie de la négociation, il y avait très exactement, à la virgule près, ce que j'avais convenu avec Michel Sapin. Évidemment, on avait convenu quelque chose, on n'avait rien signé, mais on a obtenu quelque chose d'intelligent, des reconversions internes ou des reconversions externes, aucun drame social. Voilà. Et donc, la fermeté, tout dépend comment on l'a fait. Et ce qui me navre en ce moment, dans une partie de l'action syndicale, c'est le manque d'imagination par rapport au blocage. Autant je suis contre la mauvaise loi Macron sur les retraites, autant je ne comprends pas les blocages qui gênent l'ensemble du pays, qui gênent des millions de salariés, qui gênent des entreprises. Il me semble qu'il y a des méthodes de revendication plus intelligentes. Justement, Joseph Touvenel, la CFTC fait partie au sujet des retraites de l'intersyndicale. Quel est votre point de vue sur cette loi sur les retraites, alors qu'on attend une décision importante au moment où je fais cet entretien avec vous? Quel est votre point de vue? Alors, c'est un mauvais texte. Pour 2 raisons principales. La méthode a été catastrophique et le fond est mauvais. Pourquoi le fond est mauvais? La première des raisons, c'est que nulle part dans ce texte, on ne voit paraître un souci de natalité et de remplacement des générations. Quand on est dans un système par répartition, on doit avoir ce souci générationnel. On n'en parle pas. C'est-à-dire que on n'a pas un problème immédiat pour le financement des retraites, mais dans une génération, et on a encore le temps de faire quelque chose, puisque c'est dans une génération, il y aura un problème s'il y a insuffisamment de cotisants par rapport aux bénéficiaires. C'est simple. C'est le cœur, c'est le sujet, c'est le central. Rien, pas un mot. Dans la méthode, qui a été une méthode sans passer par les partenaires sociaux, sans avoir la négociation, la discussion, les partenaires sociaux n'ont pas forcément raison, ils n'ont pas forcément tort non plus. Ça a été une méthode très brutale, on l'a vu il y a encore un mois, le président de la République refusait de recevoir les numéros 1 des organisations syndicales. La première ministre refusait de les recevoir aussi. Donc cette méthode est une mauvaise méthode. La bonne méthode aurait d'ailleurs été de confier aux partenaires sociaux le soin d'avancer sur les retraites. Parce que ce qu'on ignore souvent en France, c'est qu'il n'y a pas un système, il y a des systèmes. Mais il y a un système majoritaire qui est celui du privé. 74% des salariés sont sous les régimes du privé. Ce régime, il est à l'équilibre et même bénéficiaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vous parle, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, régime de base des salariés du privé, est à l'équilibre, même légèrement bénéficiaire, et la surcomplémentaire obligatoire pour tous les salariés du privé, elle,
qui est géré depuis le départ par le patronat et les syndicats, n'a pas une dette, pas un emprunt, plus de 78 milliards de réserves. Ce qui veut dire que quand on confie aux partenaires sociaux et qu'on leur laisse leur champ de responsabilité, ils sont sans doute meilleurs gestionnaires que l'État. Le problème du déficit important structurel, c'est la fonction publique ou la fonction parapublique et les régimes spéciaux. Et c'était ça dont il fallait traiter. Et donc déjà, intelligemment, si je séparais les deux, j'évitais de me mettre 74% de salariés à dos qui savent que leurs régimes, eux, ne sont pas en danger, qui sont même bénéficiaires. Les derniers chiffres, qui sont pas les miens, qui sont les chiffres officiels, quand j'ai regardé le dernier chiffre du déficit de toutes les caisses de retraite confondues aujourd'hui en France, public-privé, eh bien, le dernier chiffre connu, c'est 2021, c'est pas un déficit, c'est un excédent de plus 900 millions. Et en 2022, ça sera sans doute un excédent de 3 milliards. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas le feu. Ce qui est vrai, c'est que ça coûte très cher du côté du public et du parapublic. Pourquoi c'est un excédent ? Parce que c'est grâce au privé. Et qu'il faut traiter ce sujet. Et donc, il y a une réforme à faire. Sur la natalité, qu'on mette les choses en place, politique. Alors qu'on pose la question aux Français honnêtement, en leur disant, voilà, où on a une politique nataliste, une politique familiale qu'on a perdue, qu'on remet, ou alors il faudra faire appel à l'immigration. Mais sur un sujet aussi important pour l'avenir du pays, il faudrait poser au moins la question aux Français. Ça, c'est pas fait. Et de l'autre côté, je vais vous prendre un exemple. Si vous prenez 2 infirmières, même âge, même diplôme, même carrière, sauf qu'il y en a une qui a fait toute sa carrière dans le privé et l'autre dans le public. Celle du public pourra partir à la retraite à taux plein 18 mois avant l'autre, en touchant plus de 500 € par mois en plus de retraite. Et ça ne me paraît pas juste. Ça veut dire que la bonne réforme, c'est notamment de faire en sorte que tous ceux qui exercent le même métier dans les mêmes conditions, pendant le même temps, etc., puissent à la fin bénéficier de la même retraite. Ça, c'est une réforme à faire. En même temps, il y a des régimes, les régimes spéciaux, qui sont à réformer, qui se réforment d'ailleurs, parce que faut regarder comment ont évolué les tâches. Il y a des tâches pénibles, particulièrement. Ça doit être pris en compte. Et donc, ça doit permettre à des gens qui ont une espérance de vie plus réduite de partir en retraite avant les autres. C'est du bon sens. Et les choses n'ont pas à être figées. Donc, regardons les nouveaux métiers, regardons comment ça se passe. Ça, c'est la bonne réforme. Après, que les militaires partent en retraite avant les autres, ça me paraît être sensé, comme pour les danseurs étoiles de l'opéra. Par contre, il me semble que à la RATP, comme à l'Opéra de Paris, le comptable doit pouvoir avoir les mêmes règles que le comptable du privé. C'est aussi simple que ça. Et ça n'aurait pas mis le feu au lac si ça avait été fait tranquillement, caisse par caisse, pour regarder quelles étaient évidemment les réalités. Mais aujourd'hui, ce n'est pas dans la loi Macron que je considère comme une mauvaise loi qui ne règle en rien les problèmes. Comment expliquez-vous que, plus généralement, la France, vue de l'étranger, je schématise, apparaît comme un pays où il y a trop de grèves et où, au fond, le rapport des Français au travail n'est pas intense? Est-ce que vous croyez que ce procès est légitime ou non? Alors, c'est très intéressant de voir, comme j'ai des fonctions aussi européennes, je suis vice-président du Centre européen des travailleurs, 70 organisations dans 30 pays d'Europe. Je connais bien les pays d'Europe et notamment les syndicats socio-chrétiens européens. Ils nous regardent avec une certaine admiration, en disant, les Français, vous êtes très curieux. Vous avez peu de syndiqués par rapport à nous, mais vous êtes très efficaces dans la pression. Ça veut dire que la culture n'est pas la même. D'ailleurs, on voit très bien que la culture syndicale dans les pays du Sud et dans les pays nordiques n'est pas la même. Donc il y a un phénomène culturel. Ensuite, le travail. Malheureusement, si je suis obligé de parler d'il y a quelques années. Si je me mets 10-15 ans en arrière, le salarié français était réputé, à juste titre, pour être le plus productif à l'heure. C'est-à-dire que on travaillait peut-être dans la durée moins, mais on produisait plus à l'heure.
Et si vous regardez la durée du travail, faut la prendre en compte, c'est intéressant. Mais la prendre en compte seule ne veut rien dire. Si je regarde en Europe les pays qui ont la durée du travail la plus longue, ils s'appellent la Grèce, la Roumanie et la Bulgarie. Je ne souhaite pas que l'économie française soit dans l'état de l'économie grecque ou bulgare. Donc c'est pas le seul critère, mais c'est un critère. Malheureusement aujourd'hui, le salarié français n'est plus le plus productif à l'heure au monde pour 2 raisons principales. La première, l'écroulement de notre système scolaire. On le voit dans les entreprises, les gens arrivent beaucoup moins formés. Je discutais il y a quelques semaines avec un amiral qui me disait que à Naval, donc pour faire Naval, il y a prépa, c'est des études supérieures, on n'arrive pas à Naval comme ça. Et bien il me dit depuis maintenant, je crois 2 ans, ils remettent à niveau en maths les élèves qui arrivent. Ça ne s'était jamais vu. Les gens qui arrivaient à Naval après la prépa, après avoir réussi le concours, avaient jusqu'ici un niveau en maths et en physique qui était un niveau élevé. Et bien là, ils sont obligés de remettre à niveau. Ça montre l'écroulement de notre système scolaire et ça joue sur notre productivité. Et puis la deuxième chose qui joue aussi sur notre productivité, c'est qu'il y a un certain nombre de salariés, notamment dans les nouvelles générations, qui sont en fait désintéressés par leur travail. Et ça c'est un véritable drame. Qui ont pu un attachement à leur travail, qui considèrent que le travail, je zappe. Et quand on analyse, je me dis que c'est la victoire de l'ultralibéralisme. Pourquoi ? Ça fait des années qu'on donne comme exemple de réussite des entreprises en nous disant c'est quoi le but de l'entreprise ? C'est d'avoir le meilleur rendement. Ça paraît cohérent. C'est quoi le meilleur rendement ? C'est quand j'apporte le minimum pour en tirer le maximum. C'est ça le meilleur rendement. Le minimum d'effort me permet d'obtenir le maximum. Et on me dit que la vie économique, la vie des entreprises, le modèle, c'est celui-là. La bonne entreprise, c'est celle qui, avec sa finance, apporte le moins, mais retire le plus de bénéfices. Eh bien, les salariés ont compris qu'ils étaient chacun une petite entreprise. Et donc, ils arrivent dans la vie en disant, je gère mon entreprise personnelle avec le meilleur rendement. Donc, je vais faire en sorte d'en donner le moins et d'en tirer le maximum. Le drame, c'est que sur une personne, un individu, c'est pas grave. Quand ça commence à être collectif, c'est dramatique pour l'ensemble de la société. Mais c'est toutes les valeurs de la société qu'il faut remettre à plat. Notamment la valeur travail, en expliquant que la valeur travail, c'est pas juste un échange force physique ou intellectuelle contre rémunération. Travailler, c'est participer au bien commun. Travailler, c'est être co-créateur, participer à une œuvre. C'est ça qu'il faut rétablir. C'est ce sens-là du travail. Et d'ailleurs, on le voit, c'est aussi travailler. Travailler, c'est un acte social collectif. Je travaille avec les autres. Je travaille pour les autres. Mais si je ne reprends pas ces valeurs au sein de la société, alors j'ai l'hyper-individualisme qui gagne avec ce phénomène et des chefs d'entreprise qui disent « Je ne comprends pas ces jeunes qui viennent et qui partent ». Ben oui, les gars, vous êtes gentils, mais ça fait depuis combien de temps que vous leur avez mis dans la tête que l'hyper-individualisme, c'était bien, parce que dans la vie économique, c'était ça qui l'emportait. Eh bien non, la vie économique doit laisser un espace de liberté dans le cadre du bien commun. Vous avez été longtemps, Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC. Vous ne le serez plus ou vous ne l'êtes plus. Quels ont été vos rapports avec les autres syndicats et avec les responsables de ceux-ci ? Est-ce que la CFTC a été considérée comme une sorte d'étrange syndicat ou est-ce que les rapports ont été bons ? Alors, je ne suis plus vice-président parce que au dernier congrès de la CFTC, je ne me suis pas présenté à la surprise générale, mais parce que j'estime que j'avais fait près de 18 ans de vice-présidence, c'est suffisant. Il suffit pas de dire place aux jeunes, mais il faut laisser la place. Et on peut toujours rendre des services et rendre autre chose. Ma petite fierté, c'est que quand je me présentais, j'étais le mieux élu
de loin. Donc une base électorale, parce que j'aime bien aller dans les entreprises, j'aime bien voir les gens, j'aime bien comprendre et voilà. Donc ça me donne, ça me donnait une puissance à l'intérieur de mouvements un peu atypique parce que j'étais très suivi. Alors pour les relations avec les autres organisations syndicales, traditionnellement, la CFTC a de bonnes relations un peu avec tout le monde. Il y a des époques, d'ailleurs, on connaît, où il y a des fâcheries entre CFDT, CGT. Ça dure un certain temps, puis ça se calme. Et souvent, c'est la CFTC qui rapprochions les uns les autres. Après, dans le syndicalisme, il y a évidemment les différences qui sont les différences idéologiques. Mais il y a la patte humaine. Et par exemple, moi, même si j'étais en désaccord avec lui sur beaucoup de choses, j'appréciais beaucoup humainement Bernard Thibault. Beaucoup moins ses successeurs. Ça, c'est la patte humaine. C'est pas lié à l'organisation, c'est lié à la personne. D'ailleurs, quand je parle du syndicalisme et de la CFTC, que j'aime beaucoup pour ses valeurs sociales chrétiennes, hein, il me semble que c'est d'ailleurs la solution à nos problèmes sont dans ces valeurs. Mais je sais très bien que à la CFTC, il y a des gens très bien, des gens beaucoup moins bien. Dans les autres syndicats aussi. Et ça, c'est bien que la patte humaine puisse faire la différence. Et donc, dans les relations qu'on peut avoir avec les autres organisations, la patte humaine joue beaucoup. Évidemment, si on se remet des décennies en arrière, il y a eu les marxistes qui voulaient une hégémonie et interdire la CFTC. D'ailleurs, quand la CFTC a été créée en 1919, en tant que confédération, premier syndicat chrétien, c'est le 19e siècle. Hein. Je suis assez fier de voir que les premiers syndicats féminins en France, ce sont des syndicats chrétiens, fondés à Lyon par Marie-Louise Rochebillard au 19e siècle. J'ai beaucoup d'admiration pour cette femme dont on parle peu alors qu'elle était très très moderne et très en avance sur son temps. On en parle peu dans une époque de féminisme parce que elle était chrétienne et donc dans les schémas tout faits, une femme chrétienne qui crée les premiers syndicats, ça rentre pas dans les schémas qu'on nous donne habituellement. Donc ça choque, donc on n'en parle pas. On a connu cette période 1919, création de la CFTC, chrétien, pas catholique. Hein, le jour au congrès de la création, il y a eu la question. Hein, certains voulaient que ce soit un syndicat d'église catholique sous la responsabilité donc de l'Église, comme certains mouvements qu'on connaît, hein, comme la JOC par exemple, qui est un mouvement sous l'autorité des évêques, et d'autres non, et notamment 1919, 14-18 et pas loin. Arrive la délégation d'Alsace-Moselle, très importante, et qui, dans la discussion, savoir si c'est un syndicat de l'Église catholique ou un syndicat chrétien, disent très vite, mais écoutez, vous voyez, dans la délégation, nous, Alsaciens et Mosellans, il y en a beaucoup de protestants, donc on peut pas être un syndicat de l'Église catholique. Ça a été réglé dès le départ, en disant, bah oui, vous avez raison. Par contre, ça a été la référence à Rerum Novarum, une grande encyclique sociale. Hein. Et puis ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, les statuts ont changé. C'est la référence à la morale sociale chrétienne. Aujourd'hui, on dirait doctrine sociale. C'était le terme de l'époque. Donc, mouvement laïque, indépendant de toute église, mais se référant à des valeurs précises, et très attaqué dès le départ par à la fois la CGT communiste de l'époque, et le patronat. Le patronat, une partie du patronat catholique écrivant à Rome en disant au pape, il faut absolument que vous interdisiez ce syndicat chrétien parce que ils mettent le bazar dans nos entreprises, ils revendiquent. Et de l'autre côté, une action devant la justice française de la CGT communiste pour nous faire interdire en disant ah mais c'est pas un syndicat laïque donc ils ont pas le droit de siéger. Du côté je crois que c'est le Conseil d'État qui a tranché en disant oui, c'est un syndicat qui a des valeurs mais ça rentre parfaitement dans la laïcité donc voilà. Et du côté de Rome, la réponse a été c'est pas un syndicat lié à l'Église catholique, donc on n'a pas de pouvoir. Et deux, ça nous paraît très bien qu'il y ait des gens qui aillent dans le monde, notamment ouvriers, pour défendre les mêmes valeurs que nous défendons. Est-ce que Joseph Touvenel, sans vouloir vous offenser,
J'ai parfois l'impression que le syndicalisme chrétien est traité avec une forme de légèreté, de condescendance, de la même manière, me semble-t-il, que le christianisme. Au fond, est-ce que vous avez le sentiment que vous n'êtes pas pris au sérieux par les autres forces sociales, et notamment syndicales ? Alors ça, c'est un rapport de force qu'on connaît dans le syndicalisme, qu'on connaît en politique, qu'on connaît partout. Aujourd'hui, nous pesons 10%. Donc évidemment, entre celui qui fait 30 et entre celui qui fait 10, celui qui fait 30 est plus écouté de celui qui fait 10. Ce qui ne veut pas dire que celui qui fait 10 ne peut pas influencer, même de façon efficace. Et puis c'est aussi un peu de la faute du syndicalisme chrétien, qui n'ose pas souvent dire ce qu'il est et affirmer ses valeurs, qui se cache derrière le C, on reste au C, on sait plus ce que ça veut dire. Petite pratique syndicale que j'ai eue pendant quelques décennies a fait que le drapeau a jamais été mis dans la poche. Alors certains disent oui, mais dans une société très laïque, dans une société déchristianisée, il va y avoir un phénomène de rejet. Pas du tout. Quand vous expliquez ce que vous êtes, c'est quoi notre grande différence avec les autres organisations syndicales au niveau idéologique, hein. La grande différence, c'est que les uns revendiquent, comme nous, sur de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail, ce qui est tout à fait normal. C'est le travail des organisations syndicales. Mais nous, en plus, on rajoute quelque chose en disant, mais attention, nous avons tous une dimension spirituelle. Nous avons tous une dimension qui dépasse le matériel. Et si le monde du travail, le monde de l'entreprise ne prend pas en compte cette dimension, nous allons dans le mur. C'est par exemple l'amour. Chaque être humain a besoin d'aimer. Ça ne se compte pas, ça ne se mesure pas, ça ne se pèse pas, mais c'est indispensable à chacun. Bien quand on l'explique comme cela, mais on a l'adhésion de la majorité des salariés, auxquels je peux dire, chez nous, vous pouvez être croyant, pas croyant, c'est pas mon sujet. Par contre, nous croyons à une dimension qui est une dimension transcendante pour chaque être humain. Même l'incroyant qui aime, il sait que ce n'est pas matériel. C'est une différence, mais alors essentielle. Encore faut-il qu'on l'affirme, qu'on la pose, qu'on l'explique. Et dans ces cas-là, il y a un phénomène très très intéressant, c'est qu'on voit arriver de nombreux adhérents d'origine musulmane qui nous disent « Ah oui, moi, la religion pour moi est importante. Et vous, dans votre logiciel, vous comprenez que ça puisse être important. » Et en fait, quand on nous dit « vous fermez en vous disant chrétien », non, c'est une très grande ouverture à l'autre et aux différences qu'on peut avoir, tout en sachant que j'ai une très grande fermeté et je ne confonds pas le musulman qui pratique sa religion tranquillement, comme ça s'est fait depuis des décennies, avec le grave danger que nous avons aujourd'hui de l'islamisme conquérant. Et au contraire, ça permet justement de travailler. On a des secteurs aujourd'hui à la CFTC où les musulmans sont majoritaires dans le nettoyage. Il y a 30 ans, c'était les Portugais. Aujourd'hui, c'est des gens d'origine musulmane qui se trouvent bien chez nous parce que ils sont intégrés dans la société. Ça pose aucun problème à personne. Et ça, c'est très bien. Et c'est peut-être aussi une façon de lutter contre l'islamisme. Joseph Tournel, il nous reste à peu près 10 minutes et j'ai encore quelques questions à vous poser, donc vous en tirez quelques conclusions. Vous avez évoqué tout à l'heure Capital Social. J'ai eu la chance de lire plusieurs numéros et j'ai été récemment frappé par le pluralisme qui est le vôtre dans cette revue. Je n'imaginais pas, par exemple, que vous pouviez inviter certaines personnalités qualifiées de droite, voire d'extrême droite. Et j'ai été frappé récemment par un entretien que, pour ma part, j'ai trouvé éblouissant sur le journalisme que vous a accordé Charlotte Dornelas. Quelle est votre conception du journalisme ? Un espace de liberté. Et cet espace de liberté,
pour Capital Social, c'est avec des convictions. D'ailleurs, ceux qui écrivent, ceux qui font les rubriques habituelles, ont des convictions, ont une expérience de l'entreprise. Déjà, c'est une différence avec d'autres revues, d'autres journaux, c'est que ils ont une expérience de la vie réelle en entreprise. Après, moi, je suis un libéral au sens de la liberté d'entreprendre. Pour moi, est importante. Encore faut-il qu'elle soit régulée dans le cadre du bien commun. C'est le rôle de l'État de l'encadrer, mais laisser l'espace de liberté. Eh bien, pour la réflexion, pour la pensée, pour le journaliste, c'est pareil. Je n'aime pas du tout, et peut-être encore moins en ce moment, la façon dont on caricature les uns les autres. Charlotte Dornelas, il suffit de lire son interview pour voir que c'est quelqu'un à la fois de cultivé, d'intelligente, qui réfléchit et de très humaine. Et certaines personnes lui mettent un qualificatif d'extrême droite. Mais j'aimerais savoir pourquoi. Sur quels critères ? Et souvent, c'est la façon, quand on dit celui-ci ou celle-ci est un extrême, c'est la meilleure façon d'éviter la discussion, le dialogue et l'échange. Et ce refus systématique d'aller discuter avec l'autre, de comprendre pourquoi, si on a des positions différentes, ben pourquoi elles sont différentes. Si on est de bonne foi, on peut avoir des approches différentes parce qu'on a une culture différente, parce qu'on a une éducation différente, parce qu'on a des expériences différentes. Mais je préfère ceux qui rapprochent que ceux qui séparent systématiquement. Et tous les mouvements qui sont des mouvements prêts à nous mettre gentiment des dictatures en place, y compris en criant liberté, liberté, sont des mouvements qui refusent systématiquement la parole à l'autre, qui refusent d'aller savoir on a un point d'accord ou un point de désaccord, mais pourquoi ? Voilà, je suis pour ça, pour l'espace de liberté. C'est sans doute aussi lié, évidemment, à mon éducation, qui était une éducation à la fois partie stricte et une partie très très ouverte. Ça, je trouve, c'est très équilibré, et je refuse ces étiquettes. Franchement, j'ai fait par choix, je vous l'ai dit, mon service dans un régiment parachutiste. On nous mettait une étiquette d'extrême droite sur la tête. En quoi ? J'ai beaucoup d'admiration, et c'est peut-être des modèles pour moi, pour deux personnes qui ont eu cette étiquette sur la tête pendant des années. Un, c'est un cinéaste extraordinaire qui s'appelle Pierre Schonderfer, que j'ai eu la chance de côtoyer, de connaître, d'une très très grande humanité. Et l'autre, c'est un militaire, c'est le commandant Denis de Saint-Marc, qui a une vie Benoît Élie de Saint-Marc, qui a une vie époustouflante. C'est un modèle. Ce qu'il raconte, d'ailleurs, ses livres sont exemplaires. Ces gens-là, on les a caricaturés. Et c'est pareil, je pourrais en trouver des gens qui seront dans un champ qu'on va dire de gauche, etc. Moi, les étiquettes m'intéressent pas. C'est ce que sont les gens et ce qu'ils font, parce que on peut avoir des gens qui sont très sympathiques, mais qui font aussi des erreurs qui peuvent être dangereuses. Quelques réponses rapides, Joseph Tournel, si c'est possible. Pourquoi a-t-on si peur de dire qu'on est catholique, voire chrétien aujourd'hui ? Parce qu'on n'a pas compris, n'ayez pas peur, parce qu'il y a un monde... on est tous sous influence du milieu, on est tous sous influence des principaux médias. Les cathos là-dessus sont pas bons. Alors il s'agit pas d'arriver avec un oriflamme en disant on est les meilleurs, ce qui serait pas vrai. Mais si je regarde, par exemple dans le domaine social, mais toutes les grandes lois sociales, il y a des chrétiens. C'est même eux plus. On nous fait croire aujourd'hui que c'est les révolutionnaires qui ont amené les lois sociales. Les révolutionnaires, ils ont réussi à amener en 1791 la loi Le Chapelier, qui a été le malheur de la classe ouvrière pendant un siècle et demi. C'est eux qui ont mis en place la fin de toutes les lois sociales, l'interdiction des lois sociales, le délit de coalition. Et si on regarde bien ce qu'apportent les chrétiens à la société, pas que, mais quand même dans notre société, mais c'est admirable. Il faut regarder un peu notre histoire, il faut la connaître. Alors, aux chrétiens de présenter ce qu'ils sont sans orgueil non plus, hein. Mais c'est la réalité. Si la France est quand même encore un très beau pays, admirable, c'est bien parce que il y a une société, une civilisation chrétienne,
qui a fait ce pays. Les hôpitaux sont nés de la chrétienté. Les assurances sociales sont nées de la chrétienté. Si on regarde dans la partie sociale, les allocations familiales sont nées de la chrétienté. Et c'est toujours vivace, c'est toujours là. Quand il y a eu le Covid, ça m'a frappé. Quand il y a eu le Covid, tout le monde devait rester chez soi enfermé. Oui, mais il y a des sans-abri. Et alors là, on a vu les plus laïcards des laïcards faire appel aux églises, notamment sur Paris, Madame Hidalgo, au secours, les chrétiens, venez parce que on ne sait pas quoi faire de ces gens qui sont dans la rue. Ça se fait. Alors, effectivement, ces gestes de charité, en fait, doivent se faire dans la discrétion, c'est vrai. Mais enfin, faut quand même le dire. Et puis, j'ai eu aussi une expérience, moi, qui m'a marqué. J'avais abandonné la foi, comme beaucoup, pendant des années. Et je l'ai retrouvé notamment parce que j'ai eu une expérience de Beyrouth en guerre. Et je me suis aperçu, Beyrouth en guerre, voilà, avec les bombardements, pas d'électricité, ravitaillement par des camions de l'armée 2 fois par semaine pour l'eau. Eh bien, les seuls qui étaient encore là sur le terrain, à s'occuper des gens. Alors, en guerre, on pense aux blessés, mais en guerre, il y a les personnes âgées, il y a les personnes handicapées, il y a les personnes trisomiques qui sont abandonnées, là. Les seuls qui étaient là, c'était les chrétiens. Et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit quand même, l'ambassade, il y avait une ambassade qui soignait gratuitement tous les gens, que ce soit pour les soins dentaires, pour les soins de santé, etc. C'était l'ambassade à Beyrouth de l'Ordre de Malte, parce que l'Ordre de Malte, dans ce pays-là, dans un certain nombre de pays, est reconnu comme avec une ambassade, avec des ambulances qui pouvaient passer dans les différents camps chez les différentes factions. Un travail admirable. J'ai rencontré notamment des jeunes françaises infirmières qui payaient leur billet d'avion, leur séjour, ça coûtait pas très cher parce qu'il n'y avait rien à manger de toute façon, et qui vivaient sur la ligne de front. Tout à fait discrètement, un travail admirable. Et ça m'a fait réfléchir. Ce qui les portait, c'est leur foi. Mon ultime interrogation, Joseph Touvenel, et je vous remercie infiniment pour cet entretien. Est-ce que je vous offense, vous qui êtes modeste, si je vous dis que pour moi, vous êtes un parfait honnête homme? Non, c'est pas une offense, mais je suis comme tout le monde. D'abord, j'ai mes défauts. 2, j'ai reçu des talents, et comme tout le monde, je serai comptable de ces talents. Alors j'ai peut-être le talent de faire du syndicalisme, de m'exprimer à la radio. Il y en a d'autres que je n'ai pas. Et à la fin, je sais que je serai comptable de ces talents. Merci beaucoup, Joseph Touvenel. Merci, Philippe Bilger.